Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans Derrière le chrono, un podcast imaginé et réalisé par Mon Contrôle Technique. Pilotes, ingénieurs, journalistes, agents, directeurs d'équipe, ils ont tous une histoire à raconter. Mais qui se cache derrière l'homme avec un grand H ? Comment sont-ils arrivés là ? Découvrez leur histoire, qui fait aussi celle du sport auto. Je suis Lucille Julien, et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Simon-Chotan, ingénieur de piste. Homme de l'ombre du milieu, les ingénieurs de piste jouent un rôle crucial dans la course. Dans le paddock, Julien Simon-Chotan est un de ceux qui murmurent à l'oreille des pilotes. Et pour Derrière le chrono, il accepte de revenir avec nous sur son parcours, ses expériences et de toutes ces années aux côtés de Kimi Räikkönen, alias Iceman. Bonne écoute! Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone, I know what to do. Bonjour Julien, merci de nous accorder un peu de votre temps pour enregistrer cet épisode. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour commencer ? Alors, je m'appelle Julien Simon-Chotan, je suis dans le sport auto depuis un peu plus de 20 ans. Les 15 dernières années, j'étais en F1 dans différents teams en tant que ingénieur performance et ingénieur piste. Et voilà, donc j'ai fait toute ma carrière dans le sport auto après avoir fait une école d'ingénieur à Paris. Et récemment, je viens de lancer une nouvelle aventure, JSC 7 Engineering, qui offre des services de consulting à des structures dans le sport auto et dans l'automobile. Donc jusqu'à présent, vous étiez ingénieur de piste chez Alfa Romeo et là, vous venez de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Ben oui, donc j'ai fini, on va dire, la saison avec Alpha. Kimi a décidé de prendre sa retraite à la fin de l'année passée. Donc moi, j'ai décidé de lancer cette nouvelle aventure, d'être à mon propre compte, on va dire, et de pouvoir offrir des services de consulants à des teams variés. J'ai notamment eu des contacts avec Canal+ pour faire partie de leur groupe d'experts cette année, donc où je vais intervenir avec eux sur des sujets techniques, donc aussi bien des studios à Paris qu'en direct sur quelques circuits, sur quelques courses cette année. Donc c'est un nouveau challenge, donc c'est très très intéressant, c'est nouveau pour moi, mais c'est un truc que j'aime beaucoup et qui est très excitant. Si vous deviez expliquer le métier du coup ingénieur de piste à quelqu'un qui connaît rien à la Formule 1, comment le feriez-vous ? Eh bien, en fait, mon rôle, c'est un peu le rôle d'un chef d'orchestre, on va dire. C'est ce que je décris souvent à des gens qui veulent savoir qu'est-ce que je fais. Évidemment, j'ai un diplôme d'ingénieur, donc j'ai un background, on va dire, technique à ce niveau-là. Mais mon rôle, c'est pas d'être vraiment ultra spécialisé dans un domaine, mais par contre de connaître chaque différent domaine spécialisé dans le sport auto. Donc une des principales caractéristiques de mon travail, c'est de parler aux pilotes et de gérer les différents ingénieurs et mécaniciens qui travaillent autour de la voiture, de filtrer toutes les informations que je vais recevoir pour donner au pilote les informations dont il a besoin et pour faire aller la voiture la plus vite possible. Donc en gros, mon rôle, c'est un rôle de communication et de filtrer toutes ces informations techniques que je reçois pendant le week-end ou avant le week-end pour faire aller la voiture le plus vite possible. Et comment vous triez toutes ces informations, tout ce que vous donnez aux pilotes pendant la course ? Ça dépend énormément du pilote, ça dépend énormément de qui je travaille, ça dépend de l'expérience que vous avez. Évidemment, avec le plus d'expérience que vous avez, ça vous aide à gérer. Mais si vous prenez des pilotes comme Kimi ou Romain ou Marcus que j'ai eu dans le passé, chacun a veut des informations différentes, on va dire. Et c'est à vous de s'adapter, en fait, et de savoir quelle information ils veulent. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de livre qui dit, ah tiens, il faut que je donne cette information. C'est du feeling avec le pilote et savoir quel genre d'information il veut pour aller plus vite. Pendant une course, vous n'êtes pas seul, vous avez toute une équipe avec vous. Vous êtes composé d'une équipe de combien de personnes ? Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, comment sont structurées les équipes de Formule 1.
Donc, en général, si on compte tous les gens en piste et à l'usine, on est entre 400 et 1500 en fonction des équipes. Donc, ça fait beaucoup de gens pour 2 voitures. En piste, on est limité par le nombre de passes où on peut amener des gens, c'est-à-dire chacun a un pass pour entrer dans le circuit. Et il y a quelques années, ils ont limité ça pour éviter que des grosses structures aient le double de personnes par rapport aux autres. Donc, on a tous à peu près le même nombre de passes. Donc, en gros, on va dire, si on prend en compte les ingénieurs, les mécaniciens, le marketing, les médias, on a une petite centaine chaque équipe. Au niveau de la séparation des groupes en voiture, donc sur une voiture, moi je m'occupais d'une voiture, j'ai en gros 5 à 6 ingénieurs et le même nombre de mécaniciens. Donc chaque voiture a ce même nombre de personnel, si vous voulez. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail sur la voiture de Kimi, j'avais avec moi un ingénieur performance qui s'occupait de tout ce qui est setup, simulation, un ingénieur pneumatique, un ingénieur aéro, plusieurs ingénieurs qui s'occupaient du moteur, de la batterie, des électriciens, du contrôle système, un ingénieur qui s'occupe de ce genre de choses autour de la voiture, plus tous les mécaniciens. Donc il y a évidemment beaucoup de monde, comme vous voyez. C'est à moi de gérer tous ces gens pour faire aller la voiture le plus vite possible, on va dire. Donc vous avez ce rôle-là durant tout le Grand Prix. Oui. Comment ça s'organise? Parce que donc il y a la course du dimanche, les qualifications samedi et ou vendredi. Vous, c'est quoi à peu près votre emploi du temps? Comment vous gérez ce week-end de Grand Prix? Alors, on arrive sur les Grands Prix en général le mercredi ou le mardi si c'est vraiment loin, mais en général le mercredi. Donc on essaie d'arriver le mercredi soir à l'hôtel. Le jeudi matin, on arrive au circuit et ça, c'est ce qu'on appelle la journée de réglage. Donc, on a tout un emploi du temps où on a une partie où on s'occupe d'être sûr que la voiture va être construite comme on veut, où les dernières pièces qu'on a amenées vont être montées sur la voiture. On a une partie de l'emploi du temps où on a des meetings avec les pilotes, avec tous les ingénieurs pour expliquer ce qu'on va faire. Et une autre partie où il y a tout ce qui est médias et marketing qui, la plupart du temps, ça inclut seulement les pilotes, mais de temps à autre, les ingénieurs donnent de l'aide pour présenter ce qui se passe dans le camion, dans le paddock, ce genre de choses. Après, le vendredi, c'est là où les choses commencent. Donc, en général, un week-end standard, on a 2 sessions d'1 heure. Ou encore on aura des meetings avant et après les sessions où il faut coordonner le rôle, ce qu'on appelle la liste de travail avec les mécaniciens. Et après la session, on a encore plein de meetings où on a des meetings, on va dire un meeting général d'après-session, un meeting au niveau pneumatique, au niveau de l'aéro et un autre meeting en fin de soirée pour voir le programme de la journée d'après. Le samedi, on a une session normalement d'essai d'1 heure et après tout de suite après les qualifs, donc c'est assez intense le samedi. Et en gros, ça suit le même schéma avec des meetings avant et après. La seule différence, c'est que le samedi, on se concentre un peu sur ce qui va se passer le dimanche avec la stratégie, commencer à évaluer les différents scénarios pour le dimanche. Et le dimanche, on n'a que la course, mais en règle générale, on arrive sur la piste environ 5 heures avant le début du Grand Prix. Ça nous donne le temps de préparer les voitures pour le Grand Prix, de faire tous nos meetings. Et le dimanche après la course, évidemment, il y a la course. On a encore un meeting. Oui, il y a beaucoup de meetings. On aime bien les meetings en F1. Donc, on fait un autre meeting après la course. Et en règle générale, on aide à ranger le camion et on file tout de suite à l'aéroport pour rentrer à notre base, on va dire. En gros, c'est comme ça que se déroule le week-end. Beaucoup de meetings, quoi. Beaucoup de meetings, ouais. Et après, du coup, quand vous rentrez, je suppose qu'il y a des débriefings techniques, un peu des retours de la course. Mais comment ça se passe le reste de l'année, l'organisation? Vous savez, ça passe vite parce que il y a avec 22 courses par an, souvent ce qu'on appelle en back-to-back, l'une après l'autre, ça se passe très vite. Donc, en général, on rentre le dimanche ou le lundi matin.
on va passer le lundi et le mardi à voir ce qu'on a fait pendant le week-end, ce qu'on a fait bien, ce qu'on a fait mal, à faire des rapports. Le mercredi, on a un meeting général pour faire le sommaire, on va dire, de tout ce qu'on a vu sur le Grand Prix précédent. Et à partir du mercredi, on se concentre complètement sur le prochain week-end avec des préparations, des simulations de setup. On fait ce qu'on appelle notre run plan, ce qui va être ce qu'on veut tester pour le prochain Grand Prix en utilisant ce qu'on a vu avant. Et après, on arrive déjà le jeudi, on repart déjà pour l'autre Grand Prix. Donc ça se passe très vite. Et là, pendant cette période de trêve, comme là de décembre à là, bientôt en mars, ça doit être plus calme, un peu moins agité. Alors, c'est tout ce qui est partie dessin, donc les ingénieurs qui travaillent à l'usine, c'est la période de l'année où ils sont le plus occupés, on va dire, parce qu'il faut que la nouvelle voiture soit prête. Mais c'est vrai que nous, dans l'équipe de course, on est un peu plus tranquille. Donc en général, on a décembre et janvier où on continue à travailler, bien sûr, mais c'est un peu plus relax par rapport à l'année, à la saison en cours. Donc on va, en règle générale, décembre, janvier, on se concentre sur notre documentation, nos procédures, qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut changer, surtout nos fichiers Excel, Word, est-ce qu'on veut apporter on va dire, cosmétiques, on va dire, est-ce qu'on veut changer des choses, ce genre de choses. Et après, la saison repart avec les tests, les courses, donc ça passe relativement vite. Je suppose que vous êtes une équipe où vous êtes tous passionnés par le milieu, oui. Mais des fois, la passion, ça suffit pas forcément pour tout. Quelle est la partie la plus dure de votre métier, vous diriez ? Disons que c'est un métier fascinant, c'est un métier qui apporte beaucoup de récompenses, parce qu'on a l'impression on va pas vraiment travailler, parce évidemment on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, mais comme vous dites, on est tellement tous passionnés que on n'a pas vraiment l'impression de faire un boulot normal, on va dire. On va dire avec les années, ce qui vient difficile, c'est surtout quand on a une famille, d'être parti autant de temps. Je vous donne un exemple. On a eu 3 courses d'affilée en fin d'année. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait le Brésil, qu'est-ce qu'on a eu ? Mexique, Brésil, Qatar, comme ça. Enfin, on a travaillé 26 jours d'affilée sans un seul jour de repos. Donc, ce genre de choses, c'est difficile de gérer. Donc le travail, le stress, tout ce genre de choses qui font que c'est pas un métier facile. Vous avez fait ce métier pendant combien de temps ? En F1, 14 ans, et dans le sport auto, avant, j'étais en F3, en F2, en Formule Renault, donc un peu plus de 21 ans maintenant. Ah ouais, la médaille des 20 ans, vous l'avez eue, ça y est. Ça y est, je l'ai eue. Et comment vous est venue la passion de la F1 ? Vous regardiez des courses en famille ? Vous avez fait du kart ? Alors, je viens pas du tout d'une famille, on va dire, passionnée de sport auto. Je me rappelle, je viens du sud de la France, pas loin de Monaco. Je viens de Fréjus. Et je me rappelle, mon papa, il m'avait emmené à Monaco pour un Grand Prix dans fin des années 80, donc je vais avoir 8 ou 10 ans. Et le virus a pris, on va dire, et ça m'avait vraiment passionné dans le bruit, ce que je me rappelle, le bruit, l'odeur d'huile, des pneus, tout ça, ça m'avait fasciné, et c'est parti comme ça. Donc j'ai toujours voulu faire des ingénieurs, on va dire, dans le sport auto, et l'objectif a toujours été d'atteindre la Formule 1, quoi. C'est ça que j'ai réussi à faire, on va dire. Du coup, vous vouliez être ingénieur pour être dans la F1, ou c'était pour allier ces 2 aspects qui vous plaisaient, qui vous passionnaient ? La F1 a toujours été un objectif. Donc c'était un peu comment parvenir à ce milieu-là sans être pilote, sans être... Voilà, tout D'accord. à fait. Et comment on passe d'étudiant en études d'ingénieur à ingénieur de piste ? Je suppose qu'il y a des étapes intermédiaires. Vous avez dû passer un peu par le bas de l'échelle, par peut-être des petits boulots moins gratifiants. Exactement. À ce propos, j'ai fait une vidéo récemment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir sur YouTube, où j'explique en anglais et en français comment devenir ingénieur en F1. Et en fait, je prétends pas dire avoir la solution unique. Le seul truc que je peux proposer, c'est mon expérience. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours orienté pendant mes études. J'ai toujours poussé pour faire beaucoup de stages pendant mon cursus scolaire.
Et ça m'a beaucoup aidé parce que à la fin de mes 5 ans d'université, on va dire, j'avais déjà une vingtaine de mois d'expérience, donc ça, c'était très utile. Et après, ce que je recommande, c'est déjà d'avoir cette expérience avant de commencer à travailler et de pousser, d'avoir des contacts, de faire son réseau de connaissances, de commencer par exemple dans un team en karting ou un team en Formule 4 ou en Formule Renault, et après progresser, devenir ingénieur en télémétrie ou performance ingénieur, et après progresser ingénieur piste, et après la progression devient presque naturelle, si vous voyez. Après vous progressez en Formule 3, en Formule 2, après vous rencontrez de plus en plus de gens, donc et au bout d'un moment l'opportunité en F1 arrivera. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai vraiment commencé au bas de l'échelle. Littéralement, je me rappelle encore, on dormait dans le camion dans une petite piste dans le sud de la France. Et un de mes premiers boulots, ça a été de nettoyer les roues du camion. Donc, vous voyez, j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle, on va dire. Et après, du coup, de fil en aiguille, vous êtes monté un petit peu en grade jusqu'à obtenir un poste d'ingénieur au sein d'une équipe ou Oui, voilà. Après, vous progressez dans cette équipe. Et après, en Formule 4, par exemple, vous commencez à rencontrer d'autres gens en Formule 3 et vous faites votre réseau de connaissances et vous poussez, vous appelez les gens, vous contactez, je voudrais faire ça. Après, je connais aussi des gens qui sont passés directement de l'université à la Formule 1, mais c'est beaucoup plus difficile parce que déjà, vous manquez toute cette étape qui pour moi est très importante des catégories inférieures, on va dire, où on apprend vraiment le ABC du sport auto. Et si vous passez directement en F1, c'est un peu comme si vous me donnez un pilote qui passe directement du kart à la Formule 1. C'est un peu la même chose, quoi. Donc, il y a des pilotes qui ont réussi comme Raikkonen, c'est un bon exemple. Kimi, par exemple, il est passé de la Formule Renault à la Formule 1. Donc, il a sauté 3 étapes, on va dire, mais ça s'est jamais reproduit. Verstappen est passé de la Formule 3 à la Formule 1, mais encore, c'est très, très rare. Le parcours normal, c'est karting, Formule 4, Formule 3, Formule 2 et F1. Et pour un ingénieur, je dirais que c'est un peu la même chose. D'accord. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir avec combien d'écuries vous avez travaillé? En Formule 1? On peut commencer par la Formule 1, ouais. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, en Formule 1, Alpha, Renault, Caterham, Toyota, donc 4. Et avant ça, j'ai travaillé avec 1, 2, 3, 4 équipes, donc 8 en tout, on va dire, en incluant la F1. C'est pas dur de changer d'écurie parce qu'on est habitué à une équipe, on est habitué à une voiture, on est habitué à des pilotes, à un mode de fonctionnement interne. Le changement, il est pas trop rude du coup? Il est assez non, parce que toutes les équipes, surtout en Formule 1, à la fin du compte, tout le monde fait la même chose, on va dire. On a tous des procédures légèrement différentes, mais des logiciels différents, ce genre de choses, mais à la fin du compte, tout le monde fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il y a une période d'adaptation, mais c'est pas si différent que ça, on va dire. Et vous avez aussi travaillé avec plusieurs pilotes, Romain Grosjean, vous en avez parlé, Robert Kubica, Marcus Ericsson ou Kimi Raikkonen jusqu'à il y a peu. C'est quoi le plus dur du coup? Changer d'écurie ou changer de pilote? Je sais pas, je pense pas ce soit particulièrement difficile l'un ou l'autre. C'est une histoire il faut s'adapter, surtout quand on change de pilote. Ils sont tous différents, ils sont tous humains à la fin du compte, c'est pas des robots. Donc il y a Marcus était quelqu'un de très calme, très posé, très facile à travailler. Romain très talentueux, plus explosif, on va dire que Marcus, mais moi j'ai toujours eu un très très bon rapport avec lui. Et Kimi, évidemment, un des plus charismatiques pilotes avec lesquels j'ai travaillé, mais aussi un des plus talentueux. Et oui, il faut savoir s'adapter et savoir que dire au bon moment, on va dire, quoi. La réputation de Kimi Raikkonen, justement, elle le qualifie d'Iceman. Il est assez réputé pour ça. Sa façon de répondre au micro, elle est plutôt froide, directe. J'ai en tête surtout une phrase, je crois que c'est « Laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais ». C'était à vous.
C'était c'était pas direct à moi, mais j'étais là sur sa voiture. J'étais ingénieur performance. C'était en 2012 à Abu Dhabi. Ben, c'était tout simple parce que à l'époque on avait le safety car et on n'avait pas une voiture vraiment pour gagner, mais la voiture était très bonne et au bout d'un moment pendant la course on s'est retrouvé en tête derrière le safety car et l'ingénieur à l'époque était un peu excité, mais il a juste dit il a juste recommandé de garder les pneus en température à l'époque. Bon, c'était quand même il y a 10 ans maintenant. Maintenant, les pilotes ont beaucoup plus d'informations sur leur volant au niveau des pneus. Tout ça, à l'époque, on avait moins d'informations. Enfin, les pilotes avaient moins d'informations, mais nous, on avait toujours les informations. Donc, on leur disait, sois sûr que tu gardes les pneus en température, que tu gardes les freins en température. Et en gros, c'est tout ce qu'il lui a dit. Et Kimi, il a répondu, oui, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais. En gros, il était tellement concentré sur, il était très clair, il avait un schéma dans sa tête, il était premier, il savait qu'il voulait gagner, qu'il allait le faire. Et il voulait, en gros, c'était sa manière à lui de dire, j'ai la situation en main, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et comment ne pas le prendre personnellement? En fait, c'est les réponses comme ça, un peu froides, directes. Je pense que ça demande beaucoup de travail sur soi aussi. Ben, évidemment, il y a des gens qui peuvent le prendre mal. Personnellement, moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Kimi. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet. Donc, il faut pas le prendre personnellement. Et sinon, ça marche pas, quoi. C'est tout simple. Ouais. C'est une question de personnalité et de respect entre, je me rappelle une course à Mugello, par exemple, je crois que c'était il y a 2 ans, où on avait eu un échange assez tendu avec Kimi pendant la course. Mais je me rappelle, il m'a même appelé après la course pour me dire désolé, je voulais pas vraiment te crier dessus, on va dire, mais j'étais énervé. Donc c'est jamais vraiment, c'est sa manière à lui de retransmettre un peu ses frustrations, et moi je suis là pour essayer de le calmer et de lui donner des informations dont il a besoin. Et c'est vrai que son nom de Raceman avait été donné à l'époque par Ron Dennis quand il était chez McLaren. Donc c'est Ron Dennis qui lui avait donné ce surnom, on va dire. Et il l'a gardé et ça fait partie de sa marque de fabrique, en fait. Et il l'a bien travaillé, c'est sûr. Vous avez travaillé combien d'années à ses côtés? 3 ans chez Alpha et 2 ans à l'époque chez Lotus, donc 5 ans. Oui, donc vous devez avoir pas mal d'anecdotes de course tac au tac dans le micro ou d'après. Ce genre la plus célèbre, c'est Abu Dhabi, évidemment, avec Laisse-moi tranquille, mais il y en a eu pas mal avec son système de boisson. Il était très pointilleux il comprenait pas que des fois le tube il marchait pas, je me rappelle, ou la radio, je me rappelle, il y a une vidéo qui passe sur YouTube beaucoup où on se parle, on lui dit mais tu me parles, mais tu me réponds, je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai pas vu celle-là. Il était sorti de la piste à Bahreïn et il avait fait un spin, on va dire, et pendant qu'il est sorti, le connecteur de la radio s'était débranché en fait. Et donc, on n'arrivait plus à avoir la communication. Mais moi, je voyais sur ma télémétrie, j'ai moyen de voir si lui, il active la radio, le bouton de la radio sur son volant. Mm-hmm. Donc, je voyais ce bouton, mais je pouvais pas l'entendre. Et au bout d'un moment, il a réussi à rebrancher le câble lui-même en conduisant. Vous voyez, à 200, c'est quand même pas mal. Et ils avaient fait des trucs YouTube là-dessus. Donc, l'impression que je lui réponds pas, il me répond. Mais il me dit, mais pourtant, tu me réponds. Enfin, c'était... ce genre de un discours de sourd, ouais. Voilà, un discours un peu de sourd, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Oui, et il était pointilleux aussi sur tout ce qui était débriefing technique, un petit peu préparation de course. C'est un des pilotes les plus techniques avec lesquels j'ai pu travailler. Il était vraiment... Ce qu'il était très bon, Kimi, c'est à savoir ce qu'il voulait changer sur la voiture pour le faire aller plus vite. Et aussi, ça n'a jamais été un gros... on va dire champion en qualif, mais par contre en course, il avait une vision de la course qui est absolument exceptionnelle, quoi. Les départs qu'il a fait, il a une vision, ce qu'on appelle à plus de 180 degrés, où il a un moyen de doubler dans les premiers tours et d'éviter les accrochages qui est absolument incroyable. Ou même pendant la course, de regarder l'écran géant pour voir ce que les autres font derrière. Vous voyez ce que je veux dire, il a une vision de ce qui se passe en course qui est absolument phénoménale.
Oui, il a acquis ça avec l'expérience aussi Oui. dans sa carrière. Oui, avec l'expérience, mais aussi avec son talent, parce que il y a des pilotes qui ont autant de courses, mais qui n'ont jamais eu sa vision de la course. Donc là, maintenant, votre carrière d'ingénieur de piste, elle est derrière vous bientôt. Oui. Là, vous avez lancé du coup votre propre structure. Oui. Et j'ai vu aussi que Canal+ Sport, vous avez récemment annoncé comme consultant dans le club des experts. Oui, tout à Donc fait. vous serez aux côtés d'Éric Boulier et Jean-Louis Moncet notamment. Voilà, et Jenny Go, oui. Et en quoi ça va consister du coup le club des experts? Alors, le club des experts, ça va consister à donner des informations techniques et à expliquer un peu au public, aux gens, toutes les innovations techniques de la F1 et essayer de leur expliquer de manière claire et précise et d'apporter des informations sur ce qui se passe dans les voitures, dans les structures, dans les équipes pendant le week-end. Parce qu'évidemment, la Formule 1, c'est un sport relativement compliqué, il y a beaucoup de technologie. Donc, un de mes rôles, ça sera d'essayer d'expliquer, on va dire, à monsieur tout le monde pourquoi certaines équipes prennent certaines décisions et quels sont les impacts sur la voiture, sur le déroulement du week-end. Qu'est-ce que cela représente pour vous de rejoindre ce club des experts? Est-ce que c'est pas un peu la consécration après justement votre carrière, débuter en bas de l'échelle, monter petit à petit, ingénieur de piste et puis maintenant consultant expert? Oui, c'est exceptionnel. Une reconnaissance de votre travail. Voilà, je suis très content c'est évidemment, oui, on peut l'appeler comme ça. J'ai été content que Canal+ me contacte là-dessus. C'est une preuve qu'il croit en moi, il pense que je peux bien faire et que ça peut être quelque chose que je peux apporter en plus. Et évidemment, oui, je suis extrêmement ravi de cette opportunité. J'espère que les téléspectateurs seront aussi contents de cette innovation et de cette nouveauté pour eux cette année, quoi. Du coup, avec ce nouveau statut de consultant, ça vous a permis aussi d'introduire la nouvelle aventure de votre société de consulting. Donc, c'est JSC7 Engineering, c'est ça? Voilà. Alors, JSC, c'est mes initiales. 7, c'est parce que c'est mon nombre, j'ai toujours bien aimé. Mon nombre fétiche, on va dire. Et Engineering, oui. Voilà. Il fallait trouver un nom. J'ai trouvé que c'était bien comme nom. Et oui, l'idée, ça sera de proposer, d'utiliser mon expérience en F1, mon savoir-faire dans le sport auto pour proposer à différents clients. Donc, ça peut être des télés comme Canal+, ou des équipes, ou des structures en automobile. Par exemple, si un constructeur comme Aston Martin veut faire des essais sur un nouveau modèle, ils peuvent me contacter. Je peux leur proposer des services. Ou si une équipe de course veut utiliser le savoir-faire de la F1 pour progresser rapidement, ou si un pilote veut me contacter pour voir comment on travaille en F1, c'est tout ce genre de service que je peux proposer, par exemple. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer comme ça dans le consulting? C'était une envie présente depuis quelque temps ou c'était pour faire suite au départ de Kimi? Non, ça n'a pas trop de rapport avec Kimi. J'ai toujours voulu être mon propre boss, on va dire, et faire travailler, on va dire, dans ma propre compagnie et pour faire progresser ma propre compagnie. Donc c'est un désir entrepreneurial, on peut dire, oui, c'est un désir d'entrepreneur que j'ai toujours aimé et toujours voulu faire, on va dire. Et oui, c'est une suite, on va dire, un peu logique à ma carrière. Et dans toute votre carrière, justement, est-ce que vous avez un souvenir qui est meilleur que les autres? La première victoire avec Kimi à Abu Dhabi, justement, on va dire en faisant suite à ce message radio, c'était ma première victoire en F1. Ça, c'était probablement un des meilleurs souvenirs. Le deuxième, c'était le podium avec Romain Grosjean à Spa en 2015, à l'époque avec Lotus, qui avait d'énormes problèmes financiers. Et on n'avait clairement pas une voiture pour faire un podium. Et on avait fait troisième. Après la course, on a sabré le champagne et on avait les huissiers qui ont fermé les camions parce que le team n'avait pas payé. Donc c'était un week-end absolument incroyable. Et puis toutes mes années avec Kimi, où j'ai moi-même
amélioré, on va dire, et ça a été vraiment, j'ai passé beaucoup de temps, et j'ai vraiment apprécié le temps avec Kimi. Donc oui, j'ai beaucoup de mémoire, beaucoup de souvenirs positifs évidemment dans ma carrière. Et le pire? Le pire, c'est d'être loin de la famille, on va dire, hein, d'être loin des enfants, de pas les voir grandir, et ça, c'est probablement l'aspect le plus négatif de ce métier, quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets pour le futur, à part la structure de consulting et le club des experts? La structure de consulting, ça me prend maintenant 100% de mon temps. Le projet Canal+, ça fait partie de cette, on va dire, c'est une partie intégrante de ma boîte de consulting. Et oui, je travaille sur un autre gros projet. J'espère pouvoir donner plus d'informations rapidement. Mais oui, ça progresse bien. Je suis assez content et je pense qu'il y a un bon futur pour cette société. J'ai hâte de savoir la suite. C'est un bon teasing en tout cas. Avant de conclure, si je vous dis contrôle technique, ça vous inspire quoi? Contrôle technique au niveau des automobiles. Automobiles? Oui. Il faut que je le réserve. D'ailleurs, j'ai reçu une alerte pour faire le contrôle technique sur ma voiture. Je compte sur vous pour prendre rendez-vous sur moncontrôletechnique.fr. Hein. Je le ferai. Je suis en Angleterre, ça va pas être facile. Ah oui, non. Oui. Merci beaucoup, Julien. De rien. J'espère que vous avez apprécié. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Oui, moi aussi. Merci beaucoup en tout cas pour le temps consacré. J'espère qu'on pourra rééchanger bientôt pour vos nouveaux projets. Mais avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'attendez plus et mettez-lui 5 étoiles. Merci à Julien pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.